Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection Synopsis, et magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision. Face aux maux qui gangrènent la République démocratique du Congo, notre vision du développement s'impose pour relever les défis. Au cœur de cette vision se trouve la politique de grands travaux d'infrastructure, de l'industrialisation, du soutien aux PME ainsi que de l'investissement du capital humain. Cette vision trouve son contenu dans le plan Marshall de Noël Tchani, un plan conçu pour rebâtir la République démocratique du Congo en ruine. Pour ce faire, Synopsis reçoit ce jour dans son numéro l'auteur de ce plan Marshall. Il s'agit donc de Dr Noël Tchani Mwadiamvita. Il est candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018, président de la force du changement et un regroupement politique et auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo. Bonsoir, monsieur Noël Tchani. Bonsoir, merci de me recevoir ici. D'entrée de jeu, comment voyez-vous la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo, mon pays, votre pays, notre pays, a beaucoup de défis à relever. Mais je suis encouragé par ce que je vois et par la mobilisation du peuple congolais pour tourner la page, pour que ce pays puisse retrouver la place qui lui revient dans le concert des nations. Donc, je suis optimiste. Si nous travaillons dur, nous travaillons ensemble, nous pouvons y arriver. Et notre pays, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, se débat toujours dans des difficultés économiques, politiques, sociales, aggravées également par des puissances inavouables de certaines puissances étrangères qui font fi aujourd'hui de nos aspirations le plus légitimes. Mais aujourd'hui, au cours de cette émission, nous allons analyser d'une manière spécifique le plan Marshall de Noël Tchani. D'abord, quelles sont les motivations qui ont prévalu à la conception de ces plans Marshall pour l'émergence de la République démocratique du Congo? La motivation, elle est simple. Je voudrais que mon pays, la République démocratique du Congo, se développe au profit du peuple congolais. J'ai eu le privilège de travailler dans des endroits où j'ai appris comment on peut développer un pays. J'ai travaillé sur certains pays et j'ai aidé ces pays à se développer. Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi l'Indonésie avance, pourquoi les îles du Cap-Vert avancent, et surtout pourquoi le Sénégal, le Botswana et d'autres pays sur le continent africain avancent alors que la République démocratique du Congo, pendant plusieurs décennies, semble pouvoir clouer au sol, sans pouvoir bouger au profit du peuple congolais. C'est cette motivation-là de changer la donne pour que le Congo puisse donner maintenant au peuple congolais une économie prospère, créer des emplois pour tout le monde, afin que nous puissions enfin retrouver la dignité en tant que peuple. Parce que pour le moment, nous n'avons pas cette dignité-là. Mais qu'est-ce que prévoit le plan Marshall de Noël Tchani pour pallier la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo? En effet, le plan Marshall trouve dans sa formulation le tout premier programme qui porte sur la promotion de la paix, de la sécurité, la mise en place d'un état de droit, mais surtout d'une administration publique fonctionnelle. Pour y arriver, ce que nous prévoyons, c'est d'abord faire l'inventaire des hommes et des femmes en uniforme, mais également des agents de sécurité. Nous voulons savoir qui est qui et nous avons combien d'éléments. Et ces éléments ont été formés où et ils travaillent au profit de qui. Et une fois que nous avons fait cet inventaire, nous allons sortir de l'armée, de la police, des services de sécurité, tous les éléments qui ne sont pas nationalistes. Et nous allons retenir ceux qui sont nationalistes. Et nous allons déterminer quelle formation ils ont eue et s'il faut les envoyer en formation supplémentaire pour qu'ils soient vraiment au service du pays. Au-delà de cela, nous allons nous poser la question de savoir combien de gens nous avons dans ces services. Est-ce que ce nombre-là est suffisant pour maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national? Ma réponse est non, parce que vous pouvez voir déjà dans la ville de Kinshasa, il y a beaucoup d'endroits qui ne sont même pas couverts par la police. Alors, nous allons maintenant recruter de nouveaux éléments, mais de nouveaux éléments qui viennent des universités, qui ont été formés et qui peuvent comprendre ce que c'est un service public, c'est-à-dire l'armée, la police, les services de sécurité. Enfin, nous allons les équiper comme il faut.
l'armée congolaise, la police congolaise doit avoir les meilleurs équipements possibles pour qu'ils puissent être en mesure de faire correctement leur travail. Et enfin, nous allons donner à ces hommes et femmes en uniforme ce que j'appelle une rémunération décente pour qu'ils puissent vivre correctement, supporter leur famille, pour qu'ils puissent utiliser ce salaire-là comme motivation afin de vivre avec dignité. Je pense que cette combinaison de techniques pourra nous permettre de remettre l'armée, la police, les services de sécurité en ordre de bataille. Au-delà de cela aussi, nous allons mettre en place un programme de démobilisation, de réinsertion de la société, c'est-à-dire ceux qui sont des groupes rebelles, qui ont vécu des activités de harcèlement de la population ou bien d'exploitation minière illégale. Nous allons leur donner une incitation pour qu'ils abandonnent donc les rébellions afin de pouvoir entrer dans la société, qu'ils soient déployés peut-être pour faire l'agriculture, l'élevage ou la pêche, ou même le commerce ou d'autres activités. Donc voilà globalement ce que nous pouvons faire pour améliorer la sécurité. L'identification d'une telle proposition évoquée postule en termes de solutions pour la paix, mais il y a une nécessité de la vie internationale pour empêcher ou éradiquer les réseaux criminels transnationaux de la guerre. Mais vous ne voyez pas que l'État d'abord, en tant qu'unité active, est ici interpellé. Il doit prendre en compte les différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein. Donc, aujourd'hui, la finalité de l'État, outre le plan Marshall, réside d'abord par l'élimination de l'ennemi intérieur, c'est-à-dire la maîtrise de tous les obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. Je peux dire que le Congo, avec toutes les ressources naturelles que nous avons, nous faisons la convoitise donc du reste du monde. Mais les Congolais doivent être sérieux. Pourquoi? Parce qu'avant de blâmer qui que ce soit à l'extérieur, nous devons d'abord, en tant que peuple congolais, avoir une vision de développement, regarder tous dans la même direction, mobiliser tout le monde. Si nous sommes unis, si tous les Congolais parlent le même langage, il n'y a aucune personne de l'extérieur qui viendra vous dire à vous, mais dire à moi, de prendre les armes et de commencer à tirer sur nos compatriotes. Donc, soyons d'abord sérieux, soyons nationalistes, mettons-nous ensemble, ayons une même vision de développement de notre pays, et nous allons faire affaire avec l'extérieur au cas par cas. Oui, mais c'est Noël Tchani, c'est dans cette optique qu'il faut comprendre aussi que le monde de la guerre ou de l'après-guerre devient un monde plus dangereux. Parce que si la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis que les conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sur la surface des États issus de la colonisation, mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Quelle solution véritable pour pallier à cette situation? Vous parlez donc de solution véritable au problème d'identité ethnique et consorts. Moi, je pense que nous devons être inclusifs plutôt qu'exclusifs, mais tout en étant aussi très regardants. On ne doit pas accepter, on ne doit pas fermer les frontières de la RDC. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Nous avons des citoyens congolais qui sont nés en RDC, qui vivent en Afrique du Sud, aux États-Unis, et qui sont acceptés donc là-bas. Et nous avons aussi des étrangers qui peuvent venir vivre chez nous. En ce qui concerne les ethnies et les tribus et consorts, nous connaissons quelles sont les tribus congolaises. Et je pense que nous devons appliquer la Constitution dans toute sa forme afin que chacun de nous qui vit sur le territoire congolais puisse jouir pleinement de ses droits. Et le plan Marshall de Noël Tchani s'articule autour de quel programme? Le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est une vision cohérente. Cohérente, chronométrée, étalée donc dans le temps, et avec des programmes bien précis pour répondre aux défis de développement que notre pays rencontre aujourd'hui. Nous avons au total 15 programmes à mettre en œuvre sur une période donc de 15 ans pour fondamentalement transformer la RDC et combattre la situation du sous-développement afin de devenir pays émergent en 15 ans. Ces programmes, grosso modo, portent sur le rétablissement de la paix, de la sécurité, de l'état de droit, et qu'on puisse réformer l'administration, parce qu'aujourd'hui, l'État congolais n'existe que de nom. Nous devons réformer l'administration congolaise, remettre en place un système de justice qui fonctionne. Au-delà de cela, nous devrons changer la gouvernance. Ce qui nous a fait défaut jusqu'à présent, c'est la gouvernance. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, notre pays a beaucoup de ressources naturelles. Mais devinez quoi? Le budget national est trop petit. Pourquoi le budget national? J'ai vu d'ailleurs le classement fait par la Banque africaine de développement tout récemment de tous les budgets nationaux des pays africains. Le Nigeria vient en tête avec 581 milliards de dollars de budget national par an. Et la RDC était le tout dernier pays avec 4 à 5 milliards de dollars de budget par an. C'est scandaleux. Pourquoi nous avons ce petit budget? Parce que les ressources publiques nous sont volées à travers des mécanismes divers.
la corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics, le non-respect des règles de passation des marchés. Nous devons changer la gouvernance pour que notre budget puisse capter toutes les ressources publiques, mettre fin à la fraude fiscale, au détournement des fonds publics. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui met ses mains sur les ressources publiques, il doit pouvoir souffrir donc d'une sanction exemplaire. Si nous faisons ces choses, on améliore la gouvernance. Je pense que notre pays aura mobilisé suffisamment de ressources pour financer le développement. Au-delà de la gouvernance, nous devons mettre l'accent sur ce qu'il y a de plus important dans le développement d'un pays, le capital humain. Nous devons améliorer l'éducation et la santé. Comment améliorer l'éducation et la santé? Je suis partisan de la gratuité de l'enseignement, mais également de la gratuité des soins de santé, l'accès aux soins de santé de tout le monde. La gratuité de l'enseignement dont je parle, ce n'est pas simplement à l'école primaire, mais également à l'école secondaire. Et lorsque les étudiants vont à l'université, je voudrais qu'on leur donne la bourse d'études, parce que beaucoup de familles congolaises sont constituées donc de pauvres, qui ne peuvent pas payer les frais donc scolaires pour leurs enfants. Il faut permettre à chaque enfant congolais, à tous les niveaux, de bénéficier de l'assistance de l'État pour qu'il puisse donc étudier. Sur le plan donc de la santé, je voudrais aussi qu'on puisse réhabiliter les hôpitaux pendant qu'on réhabilite aussi donc les écoles publiques. Je voudrais qu'on puisse changer le système de rémunération des enseignants à l'école primaire, secondaire et universitaire, au même titre qu'on change la rémunération des infirmiers, mais également des médecins, en leur donnant ce que j'appelle un salaire minimum garanti, c'est-à-dire qui permette à tout un chacun de vivre avec dignité. Et moi, j'ai établi que ce salaire minimum garanti devrait être au moins de $1000 par mois. Au-delà de cela, nous devrons investir dans ce que j'appelle les infrastructures de base. Oui. L'accès aux routes de qualité, accès aux autoroutes, aux chemins de fer, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, l'accès aux services de télécommunications. Ces choses-là sont des biens publics qui doivent être accessibles à tous les Congolais. Et pour arriver donc à le faire, nous avons oui. Nous avons donc élaboré donc tout un programme de développement des grandes infrastructures qui pourrait au fil des années régler tous les problèmes de façon méthodique pour que le Congo devienne d'abord un marché intégré à l'intérieur, mais également en étant un marché intégré, on va créer un grand marché pour toute la population congolaise. Je vous informe qu'aujourd'hui, nous avons 92 700 000 Congolais. Nous sommes un grand pays. En Afrique, il n'y a que le Nigeria, l'Égypte et aussi l'Éthiopie qui sont devant nous en termes de population. En termes de superficie, nous sommes le deuxième grand pays en Afrique après simplement l'Algérie. Donc nous devons intégrer ces marchés pour que nous puissions réaliser le potentiel de développement économique que nous méritons. Au-delà des infrastructures donc de base, je voudrais qu'on mette l'accent sur la diversification économique. Nous avons aujourd'hui 1100 minéraux métaux précieux différents. 1100 minéraux. Nous connaissons c'est de ces minéraux, le diamant, l'or, le cobalt, et ainsi de suite. Mais il y en a 1100 que nous ne connaissons même pas. Nous devons sortir de la situation actuelle où toutes les ressources naturelles sont prélevées du sol, envoyées à l'extérieur à l'état brut, et on va créer des emplois à l'extérieur, on garde au Congo le chômage. Nous devons transformer ces ressources naturelles en produits finis et produits semi-finis. Ici, sur le territoire congolais, en employant des Congolais, en créant des emplois pour eux, c'est de cette façon-là que on va créer des emplois pour tout le monde et en leur donnant à ces employés, à ces personnes qui ont trouvé du travail, des salaires de qualité, le salaire minimum garanti dont je parle. Je pense que c'est de cette façon que nous allons améliorer le social donc, des Congolais. Il y a d'autres composantes, d'autres programmes du plan Marshall, la création donc, de ce que j'appelle donc, des zones de développement économique, des zones de développement donc, industriel pour attirer des investissements privés qui viendraient s'installer à la République du Congo avec l'ambition bien sûr de produire localement en employant donc des Congolais, le développement du secteur du tourisme, le développement du secteur financier. Parce qu'aujourd'hui, regardez, nous avons des banques, à peu près une vingtaine de banques commerciales. Aucune de ces banques n'est congolaise, mais c'est très grave. Et j'ai même vu que la deuxième grande banque du pays, la BCDC, est en train d'être achetée par une banque qui vient du Kenya. Mais je voudrais attirer l'attention donc, des gens là-dessus. Vous savez, Equity Bank qui est au Kenya, c'est une banque listée en bourse au Kenya. D'abord, c'est une petite banque donc au Kenya. Je suis surpris que cette banque ait le culot de venir acheter la deuxième grande banque de la RDC. Mais au-delà de cela, Equity Bank est listée à la bourse de l'Ouganda, du Rwanda, mais également du Kenya. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'ils vont prendre le contrôle de la BCDC et vendre les actions de la BCDC dans ces trois marchés, au Rwanda, en Ouganda et aussi au Kenya. Pendant cette période-là,
aucun Congolais n'a la possibilité d'acheter des actions donc, dans cette banque-là. Donc nous allons prendre notre banque et les vendre à ces gens-là pendant que les Congolais ont des mains liées. C'est très grave. Vous avez abordé plusieurs étapes de votre plan, mais j'aimerais que vous puissiez faire cette lecture. Comment interprétez-vous cette situation lorsque le pays tel que le Rwanda commercialise à grande échelle le minerai que eux ne produisent même pas? Ces minéraux proviennent de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que je voudrais encore une fois de plus qu'on améliore la gouvernance congolaise. En améliorant la gouvernance congolaise, en améliorant la qualité de nos forces de sécurité, en améliorant le système donc de justice, en mettant fin aux rébellions meurtrières où les généraux exploitent ces ressources naturelles pour les vendre à travers les pays voisins, je pense que ce problème va être réglé de façon méthodique. Mais je ne peux pas parler pour les Rwandais, mais je voudrais parler pour les Congolais. Oui. Mon pays doit avoir une vision de développement de ce que nous faisons. Si nous savons ce que nous voulons faire et nous faisons tout ce qui doit être fait pour mettre fin à cette situation, nous allons y arriver. C'est tout à fait normal que d'autres pays cherchent à prendre avantage de nous quand nous sommes désorganisés. Mais si nous sommes organisés, ils vont pouvoir se mettre en recul parce qu'ils vont réaliser que finalement, ces gens, les Congolais, ont des yeux grandement ouverts désormais. Mais à temps du déboire, il faut également associer un fait cruel. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que les Congos souffrent aujourd'hui, même à l'époque de l'indépendance, de l'absence d'un homme fort qui possède un leadership à la dimension du pays, puisque vous parlez de la bonne gouvernance? Oui, moi je ne vois pas les choses en termes d'avoir un homme fort. Oui. Je parle en termes d'avoir un système de gouvernance incarné par plusieurs personnes, sous le leadership bien sûr donc de quelques leaders politiques. Et je pense qu'à travers le processus de démocratie, nous allons tamisser cela progressivement pour arriver à la qualité de leadership que le Congo mérite. Déjà la transition pacifique que nous avons réalisée avec les dernières élections, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Et je souhaiterais que nous puissions continuer sur cette lancée-là pour que le Congo, dans l'avenir, puisse avoir un leadership de qualité qui réponde aux défis de développement du pays. Je voudrais vous dire, par exemple, certains des changements que nous pouvons faire pour améliorer davantage la qualité du leadership. Dans les prochaines élections, je souhaiterais qu'on puisse introduire le système de débat contradictoire entre les candidats à la présidence, pour que chacun des candidats vienne devant le peuple congolais, présente sa vision et qu'ils s'affrontent entre eux-mêmes, que le peuple congolais puisse juger. Mais ce n'est pas un fait nouveau, ça a toujours été, je crois, en 2006. Nous n'avons pas eu le débat en 2006, on n'a pas eu le débat en 2011, mais nous n'avons pas eu le débat en 2018. Je souhaiterais qu'en 2023, qu'il y ait débat pour que ceux qui seront candidats en ce moment-là puissent s'affronter. Je crois que de la confrontation, pas pour ridiculiser les autres, mais de la confrontation, le peuple pourra déterminer qui est mieux préparé à gérer le pays et qui a la meilleure vision de développement du pays. Mais il y aura d'autres améliorations, bien sûr, donc à faire dans notre système politique pour que les choses se passent mieux. Par exemple, avoir des élections à 2 tours. Pourquoi? Parce qu'au premier tour, il y aura des éliminatoires et au deuxième tour, on aura 2 personnes. On peut se concentrer sur ces 2 personnes-là. Je voudrais aussi qu'on puisse, dans les changements politiques à opérer, qu'on puisse reconnaître la nationalité congolaise à tous les Congolais d'origine. C'est un faux débat de dire que cette personne est allée à l'étranger, il a pu acquérir une nationalité étrangère dans des conditions difficiles. Mais moi, je souhaiterais que tous les Congolais d'origine, qu'on puisse leur reconnaître la nationalité congolaise et qu'ils soient à mesure de revenir au pays, de contribuer au développement du pays. Parce que lorsqu'ils sont restés à l'étranger, ils ont eu accès aux connaissances, aux compétences, aux skills qui n'existent peut-être pas donc dans le pays. Si on les laisse à l'extérieur, c'est une perte pour le pays. En les faisant venir, le pays va pouvoir donc en bénéficier. Donc voilà grosso modo certaines des choses qui peuvent être faites pour que nous puissions améliorer le système de gouvernance donc au Congo et le système politique aussi. Monsieur Noël Tchani, le développement et les sous-développements dérivent de la même impulsion initiale. Mais pourquoi dans votre plan, vous prônez les développements et non les sous-développements? Je prends le sous-développement, pourquoi? Parce que je sais que le sous-développement est mauvais. Nous sommes aujourd'hui un pays sous-développé et devinez quoi? Nous n'avons pas d'infrastructure de base, on n'a pas de route pour relier tous les pays, nous n'avons pas d'emploi pour nos gens, nous avons 85% de la population active au chômage et nous avons près de 90% de la population de la RDC littéralement vivant en dessous du seuil minimum de pauvreté. Tout le monde est pauvre en RDC alors que nous sommes assis sur beaucoup de ressources naturelles. Je vis mon peuple souffrir et je voudrais que nous puissions sortir de là, sortir du sous-développement pour arriver vers le développement. Et je vous dis, à travers ce plan Marshall qui est contenu d'ailleurs dans ce livre La force du changement,
je suis en train de vous dire, de dire au peuple congolais, ce que nous pouvons faire pour devenir ce pays émergent en 15 ans, où il n'y aura plus donc de misère dans la rue, où il y aura des infrastructures donc de qualité partout, où il y aura du travail pour tout le peuple congolais et où les Congolais pourront vivre avec dignité. Mais c'est Noël Tchani, que prévoit le plan Marshall pour impulser cette politique dont vous faites allusion, la politique de grands travaux d'infrastructure? Le plan Marshall que nous avons conçu laborieusement prévoit un certain nombre d'actions pour pouvoir mettre en œuvre ce programme de travaux d'infrastructure à haute intensité de main de des emplois pour le peuple congolais. Je voudrais vous montrer ici une carte qui montre la carte de la RDC. Et vous voyez sur cette carte toutes les provinces de la RDC, les 26 provinces. Et nous avons en ligne rouge les autoroutes à construire, les routes et les autoroutes à construire. Quand je parle de routes et autoroutes à construire, ce ne sont pas des petites routes banabana que nous avons aujourd'hui. Ce sont des véritables routes avec 4 bandes qui vont comme ça, 4 bandes qui reviennent dans le sens opposé. De façon telle que quelqu'un puisse être en mesure de partir de Banana au Bas-Congo, au Congo central, pour arriver jusqu'à Kisangani en 2 ou 3 jours en voiture, ou partir de Sekania au bas du Bas-Congo pour arriver à Zongo, à la frontière avec la République centrafricaine en 2 ou 3 jours en voiture, ou de partir du centre de la République, du Kasaï, de Ngandajika, pour arriver à n'importe quel coin de la RDC en une journée ou 2. Donc, les lignes rouges représentent ces autoroutes-là. C'est un plan cohérent. Maintenant, les lignes noires représentent les chemins de fer à construire qui n'existent pas aujourd'hui. Mais je voudrais attirer votre attention sur les points jaunes que vous voyez sur la carte. Il y en a partout. Ces points jaunes représentent des villes archaïques que nous avons aujourd'hui. Je ne vais pas mentionner le nom d'une autre ville parce que les gens se sentent insultés quand je dis que leur ville est archaïque. Je voudrais mentionner ma propre ville natale de Ngandajika. Quand vous arrivez à Ngandajika, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a rien. Le coin de cette république a été abandonné depuis l'indépendance. Il n'y a pas eu de grands travaux là-bas pour construire quoi que ce soit. Je préconise qu'on puisse construire Ngandajika en ville moderne en utilisant maintenant cette carte ici où vous voyez les quartiers, les jaunes représentent les quartiers résidentiels où on pourra construire de nouvelles maisons modernes pour les populations, 3-4 chambres à coucher, des maisons de qualité où il y a de l'eau, de l'électricité et les services de télécommunications. Le vert représente les champs d'exploitation agricole, d'élevage et de pêche. Ngandajika, c'est une ville agricole. Nous allons mécaniser l'agriculture pour que les gens puissent produire plus, c'est-à-dire créer des emplois pour la population de Ngandajika et des environs, mais également pour tous les Congolais qui voudraient aller travailler là-bas. Au-delà de cela, nous allons développer ici les quartiers socio-culturels avec des bibliothèques modernes, des universités de qualité, des centres commerciaux, des services administratifs. Et là, nous allons avoir les services publics, c'est-à-dire la police, les services de l'ANER, les autres services d'état civil, ainsi de suite, donc l'administration d'une façon générale. Et enfin, en faisant ça, nous aurons transformé Ngandajika archaïque en une ville moderne. Mais on ne va pas le faire simplement pour la ville natale de Noël Tchani. On va répliquer maintenant ce modèle 244 fois dans toutes les 26 provinces du pays, à travers tout le pays. À la fin du processus, on aura transformé la RDC en ce pays plus beau qu'avant. Et moi, j'ajoute où il fait bon vivre partout. Mais vous avez montré la carte de la République démocratique du Congo. Mais vous ne voyez pas qu'il y a aussi un certain nombre d'éléments qui paraissent aujourd'hui y déterminer nos malheurs. D'une part, il y a l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol, et d'autre part, il y a également la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Mais ces deux facteurs, vous ne voyez pas que ça détermine nos malheurs depuis 1960 jusqu'à ce jour? Oui, ça détermine nos malheurs de 1960 jusqu'à ce jour, parce que nous n'avons pas été réveillés. Aujourd'hui, le peuple congolais s'est réveillé. Nous avons un leadership qui voit qu'il faut développer la RDC au profit de tout le peuple congolais. Nous sommes aujourd'hui en train de pouvoir éduquer la population congolaise pour qu'on comprenne qu'aucun Congolais ne doit être utilisé par des étrangers pour venir déstabiliser la République démocratique du Congo. Nous avons maintenant une vision de développement qui n'existait pas en 1960. Je vous informe qu'en 1960, il y avait un seul Congolais qui avait été en première année de l'université. Aujourd'hui, nous avons des milliers de Congolais éduqués, instruits, qui ont travaillé ailleurs, qui ont de l'expérience professionnelle et qui comprennent que si nous travaillons pour développer la RDC, ce sera dans l'intérêt de tout le peuple congolais.
mais ce sera aussi dans l'intérêt de tous ces pays étrangers, de toutes ces puissances extérieures. Je vais vous dire comment les puissances extérieures peuvent bénéficier de la mise en œuvre de ce plan Marshall. La construction des villes modernes dont je parle, les infrastructures de base, ce ne sont pas des entreprises congolaises qui ont toute l'expertise pour pouvoir donc le faire. On va acheter les tracteurs, par exemple, des États-Unis d'Amérique. On va acheter les tracteurs des États-Unis d'Amérique, de compagnies telles que Caterpillar et j'en passe. On va importer donc du Japon, on va importer de la Chine, on va importer donc de l'Europe occidentale. Et nous allons, en plus de cela, une fois qu'on a importé ces équipements qui viennent de l'extérieur, nous allons faire venir des ingénieurs qui viennent de chez eux pour travailler avec les Congolais, pour transformer localement nos matières premières nombreuses en produits finis. Donc, tout le monde a intérêt à voir ce plan Marshall se mettre en œuvre. Tout le monde a intérêt, le Congo démocratique, sortir des difficultés pour devenir un pays émergent parce qu'on va créer des emplois et des opportunités, non pas simplement pour les Congolais, mais également pour tous les citoyens du monde et en particulier pour les citoyens des pays occidentaux ou des pays développés qui vont nous donner de l'expertise ou bien nous vendre leurs ressources humaines de qualité pour travailler aux côtés du peuple congolais afin de financer notre développement. Dans votre plan, le plan Marshall, j'ai quand même l'impression que vous avez omis la culture. Or, les spécificités culturelles restent aujourd'hui les véritables pesanteurs entre l'État et la société. Quelle est la place de la culture dans le plan Marshall de Noël Tchani? La culture a un grand rôle dans le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Un des programmes porte sur le changement des mentalités et la promotion de la culture authentiquement congolaise. Et je vais vous dire pourquoi ceci est important. Quand on a un peuple qui perd son identité, ce peuple-là ne sait pas exactement quelles sont ses valeurs et comment est-ce qu'il peut être mis, ce peuple, au service du développement du pays. Je voudrais que nous puissions retrouver, je ne dis pas le retour à l'authenticité, mais qu'on puisse retrouver donc nos valeurs culturelles. Les valeurs culturelles sont très importantes. On ne peut pas toujours raisonner en termes de comment quelqu'un d'autre, un étranger, réfléchit. Nous avons notre façon de réfléchir et je pense que nous devons tout faire pour pouvoir préserver cette culture-là. Je voudrais saluer la mémoire du président Mobutu qui avait ramené ce qu'on a appelé le retour à l'authenticité. Tout ce qu'il a fait, et je ne suis pas un moboutiste, mais tout ce qu'il a fait n'était pas nécessairement mauvais et qu'il faut le rejeter. J'ai beaucoup de fierté aujourd'hui à porter de temps en temps la Bakos. La Bakos, même si elle est d'invention chinoise ou asiatique, il y a eu une certaine identité culturelle congolaise que nous devons préserver. Je voudrais inviter le peuple congolais à ne pas abandonner la Bakos. Par exemple, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Je voudrais aussi que le peuple congolais, dans nos écoles, qu'on puisse permettre aux enfants d'étudier les langues congolaises. Il y a eu une erreur qui était faite avec moi. À la minute que j'ai terminé l'école secondaire, j'entrais au collège Saint-Georges en Ganajika, il nous était interdit de parler les langues locales. Conséquence, je parle aujourd'hui le lingala, le chiluba avec beaucoup d'imperfections. Je souhaiterais que nous puissions permettre à tous nos enfants congolais de continuer à apprendre des langues locales. Et d'ailleurs, je voudrais qu'un enfant qui est au Kasaï puisse avoir comme langue d'étude à un certain niveau le chiluba, mais qu'il apprenne aussi une autre langue congolaise, le swahili ou le lingala. Même chose pour les enfants swahiliphones, pourront apprendre le chiluba ou le lingala. De cette façon, nous allons préserver donc cet élément culturel. Au-delà de cela, je souhaiterais, vous avez vu donc dans le développement des villes modernes, dans ce que j'ai appelé la zone socio-culturelle, je voudrais que nous puissions développer des centres de promotion de la culture. La musique congolaise, elle est très importante. On doit avoir des salles de spectacle, on doit avoir des discothèques qui permettent donc d'avoir des CD de la musique, de la culture congolaise préservée dans ces centres-là. Dans les bibliothèques provinciales, par exemple, il faudrait que des éléments qu'on trouve aujourd'hui en Occident, par exemple dans les musées, qu'on puisse développer des musées au niveau donc de la RDC pour que les enfants congolais qui grandissent connaissent d'où nous venons, ce que nous avons comme culture. Donc la culture congolaise, les mentalités congolaises sont très importantes dans le cadre du plan Marshall que je propose pour la RDC. Le plan Marshall de Noël Tchani préconise quoi pour la promotion de l'autosuffisance alimentaire? Oui, l'autosuffisance alimentaire, je voudrais vous informer d'abord que le Congo a 120 millions d'hectares de terres arables qui sont bonnes pour l'agriculture. On utilise à peine 5% de cela et nous importons tout ce que nous consommons. J'ai été en Indonésie tout récemment. Vous savez quoi? Pendant 3 mois, tout ce que j'ai touché, tout ce que j'ai consommé était indonésien, fait en Indonésie. Je veux que nous puissions mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche pour produire localement tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation. Mais pour que les gens puissent produire, on a besoin d'amener dans les milieux ruraux des infrastructures de base, c'est-à-dire construire les routes,
les routes de dessert agricole qui vont connecter avec ces autoroutes que j'ai présentées tout à l'heure pour que tout le Congo, l'intérieur, soit connecté. Au-delà de cela, que nous puissions aussi mettre en place un système de financement des activités agro-pastorales. Aujourd'hui, il n'existe aucun mécanisme, par exemple, pour un fermier de pouvoir emprunter de l'argent pour développer une porcherie, ou bien pour élever donc des animaux tels que les bêtes, les chèvres, les moutons et consorts, qu'on puisse mettre en place un système de financement des activités agro-pastorales. Au-delà de cela, je voudrais qu'on mette en place un mécanisme d'écoulement des produits agro-pastoraux. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un produit le maïs, ou le manioc, ou l'arachide, à quoi ça sert qu'il produise et qu'il garde donc cette production dans sa maison qui va moisir parce qu'il n'est pas en mesure de pouvoir l'exporter ou la vendre ailleurs? Nous devons développer des mécanismes d'achat et d'écoulement des produits agro-pastoraux de façon à prendre ces productions qui viennent donc de nos milieux ruraux en créant des emplois pour les milieux ruraux et qu'on utilise ces productions soit pour la transformation à travers l'industrialisation, mais aussi pour l'exportation déjà à l'intérieur du Congo dans toutes les provinces de la RDC, mais également exporter vers l'extérieur donc du pays. Ça va constituer une source de revenus importante pour les paysans et ça va permettre de développer les milieux agro-pastoraux en créant des opportunités pour les gens là-bas. Bien que le secteur agricole aujourd'hui en République démocratique du Congo est moralisé, vous ne voyez pas qu'il faudra pour nos dirigeants de focaliser notre effort sur l'agriculture et non sur nos minéraux tels que les diamants, l'or, le cobalt qui est tout le temps, je dirais, envié par les Occidentaux. Dans un pays en développement comme la RDC, tout est prioritaire. Et je pense que tout ce qui peut contribuer à la diversification de l'économie, on doit pouvoir l'utiliser plutôt qu'abandonner certaines activités pour se concentrer sur d'autres simplement. Je crois que les mines sont importantes parce que ça crée aussi des emplois et ça nous permet d'ailleurs de dégager des minéraux que nous pourrons transformer en produits finis, semi-finis pour créer des emplois donc dans ce secteur-là et ça contribue énormément aux recettes en devises étrangères donc de la RDC, donc aux devises et aux réserves d'échange donc de la Banque centrale du Congo. Au-delà de cela, je voudrais que nous puissions diversifier cette économie-là, qu'elle ne soit pas basée simplement sur les mines, qu'on diversifie en développant l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, les services financiers. Je voudrais vous inviter aussi à ne pas négliger quelque chose, les services financiers. Tout le monde semble pouvoir aller à Dubaï aujourd'hui. Il y a un centre financier offshore international là-bas. Nous avons la possibilité de développer en République démocratique du Congo un centre financier international. Et j'ai choisi pour cela ce qu'on appelle l'île de Mateba au Congo central. L'île de Mateba qui se trouve non loin de la mer, de l'océan Atlantique. Vous voyez cette carte, je ne sais pas si c'est là visible. Vous voyez ici l'île de Mateba. Oui. Cette île-là, nous pouvons mettre des services financiers offshore, internationaux, en République démocratique du Congo, en développant les services d'enregistrement des navires, en développant les services d'enregistrement des entreprises et aussi les services financiers offshore, en attirant des banques internationales qui vont s'établir là-bas, en dotant l'île de Mateba d'une législation spéciale pour promouvoir donc le développement de ces services. Ces choses-là sont faisables et personne d'autre ne viendra les faire à part nous les Congolais. C'est pour ça que j'ai conçu le plan Marshall, parce que j'ai vu que ces choses rapportent beaucoup d'argent dans d'autres pays et nous pouvons le faire aussi chez nous. Puisque nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de cette émission, j'aimerais que nous puissions parler de l'aspect judiciaire. Que préconise le plan Marshall pour une justice équitable à tous? Je dirais que la justice, c'est le nerf même de la guerre dans notre pays. Si on n'a pas de justice fonctionnelle, nous sommes condamnés à l'échec. Et je voudrais attirer l'attention du président Félix Antoine Tshisekedi, parce que c'est lui qui a le pouvoir de nomination. Notre justice ne fonctionne pas. Beaucoup des gens qui sont dedans sont corrompus. La justice fait que les citoyens sont pris en otage. Et en d'autres termes, on harcèle la population pour avoir l'argent pour nourrir ces magistrats, ces juges, ces présidents des tribunaux et consorts. Je souhaiterais en premier lieu qu'il y ait changement radical d'hommes qui dirigent notre système de justice. Dans toutes les juridictions, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, tous les tribunaux de grande instance, à tous les niveaux, il faut changer les gens parce que ceux que j'ai vus, moi, ceux avec qui j'ai dû faire affaire, ils sont tous corrompus sans exception. Maintenant, une fois qu'on a fait les changements, il faut qu'il y ait des règles de déontologie. C'est-à-dire, vous faites une erreur,
on vous traduit en justice, même si vous êtes aussi un juge quelconque, on vous met à l'écart. Pour toujours, vous n'allez plus jamais exercer donc des fonctions dans ce domaine-là. Les lois congolaises, elles sont très bonnes sur papier, sauf qu'elles ne sont pas appliquées. Elles ne sont pas appliquées. Les coûts de justice, les frais de justice sont exorbitants. On a rendu un jugement pour notifier toutes les deux parties. On demande à l'une des parties de payer près de 1 000 $. Mais qui a 1 000 $ pour payer pour les notifications des décisions de justice dans ce pays? Donc, notre système de justice est à refaire totalement. Il va falloir qu'on change même la moralité, la façon de réfléchir des avocats, des magistrats, des présidents des cours et tribunaux, mais qu'on commence les changements déjà au niveau donc de la Cour de cassation, parce que cette cour-là règle beaucoup de problèmes qui touchent à la vie ordinaire des citoyens tous les jours. Mais ce que j'ai vu là-bas, ils sont tous corrompus. Mais moi, personnellement, je crois que la justice est aussi une véritable fondement de la démocratie au regard de son rôle de garant de liberté, des droits fondamentaux. Mais vous avez abordé ces problèmes, mais j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question. Quelle image avez-vous de la justice de la RDC au regard de sa mission? Lorsqu'on voit une justice qui s'est faite au dos des justiciables, où on voit les magistrats qui sont tout le temps corrompus, alors quelle solution pour pallier à cela? Est-ce qu'il faudra seulement changer des hommes, ou bien il faut d'une manière spécifique intérioriser l'idéal pour que la justice soit vraiment au service du bien-être de la population? Je suis d'accord avec vous que notre justice ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas et la corruption se pratique au grand jour. Pour changer les choses, je souhaiterais que le magistrat numéro 1 de la République démocratique du Congo, qui est le président de la République, utilise son pouvoir de nomination pour mettre déjà en place de nouvelles personnes en remplacement des personnes corrompues que tout le monde donc connaît. Ceux qui sont corrompus, tout le monde les connaît. On en parle donc dans toute la ville. Qu'on puisse donc nommer de nouvelles personnes. Qui est maintenant un signal très fort que désormais, si on vous attrape, voici les conséquences. Mais au-delà de cela, qu'on revoie aussi le système de rémunération des magistrats et consorts. Nous pouvons tous protester contre la corruption, mais lorsque un magistrat à la fin du mois touche 150 $, il y a un problème. Il ne peut pas vivre avec ces 150 $. Il sera tenté de faire des choses qui lui permettent de récolter de l'argent sous la table afin qu'il puisse nourrir donc sa famille. Donc, nous devons avoir une combinaison de techniques. D'un côté, des nouvelles personnes, insister sur la moralisation de la vie publique, mais troisièmement aussi, mettre en place un système de rémunération qui met les gens en dehors donc de la tentation de corruption pour qu'ils puissent vivre correctement, mais en même temps aussi qu'on attende d'eux des comptes et qu'on mette même en place un système de dénonciation publique. Le même système que je propose pour la justice, je le propose aussi pour la lutte contre la corruption, qui est un numéro téléphonique connu de tous les Congolais, ou bien un site web avec une adresse bien spécifique. Si vous connaissez quelqu'un, un juge, un magistrat ou n'importe qui est corrompu ou qui a mis la main dans les caisses de l'État, vous pouvez appeler ce numéro, dénoncer la personne. Il y aura des enquêtes parce que d'abord tout le monde sera présumé innocent jusqu'à ce qu'on prouve qu'il est coupable. Une fois qu'il y aura donc des enquêtes et qu'on a déterminé qu'effectivement la personne a dû commettre donc des forfaits, on va amener cette personne au tribunal, juger cette personne, la mettre au cachot, la mettre donc à Makala pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, avec l'idée que à la fin de la prison, à la fin de la sanction, vous sortez de là, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous n'allez plus jamais occuper des fonctions dans l'administration publique. Vous n'allez plus jamais vous présenter à des mandats électifs, député national, député provincial ou même président de la République. Vous n'allez plus jamais soumissionner pour les marchés publics. Vous serez même un citoyen à qui on peut ravir la carte pour citoyen, la carte d'électeur, oui, ou même le passeport congolais. En faisant ces choses-là avec des gens très visibles, je pense que nous allons mettre fin à la corruption dans le système de justice, mais également dans la société congolaise. C'est pour ça que je voudrais profiter de cette occasion, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle aujourd'hui de détournement potentiel donc de 15 millions de dollars. Oui. Je souhaiterais d'abord que tout le monde soit supposé être innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable. J'ai compris que l'inspecteur général des finances a dû demander au procureur général près de la Cour de cassation de se saisir de ce dossier-là. J'encourage que la justice soit faite de façon transparente et qu'à la fin, qu'on puisse prendre une décision. Si les gens qui sont soupçonnés n'ont pas été impliqués dans un détournement quelconque, qu'on puisse les blanchir, parce que la réputation d'une personne, il faut la préserver.
Mais si on trouve simplement qu'il y a telle ou telle personne, quel que soit le rang de cette personne-là, qui a dû commettre des forfaits en prenant donc les fonds publics, il faut que le président Félix Tshisekedi ou le pays donne un exemple très clair que la corruption n'est pas tolérable en République démocratique du Congo et que les détournements de fonds publics sont punis de façon donc exemplaire. Donc, soyons attentifs et laissons à la justice donc faire son travail. À la fin du processus, nous allons vivre avec les conséquences de ce que la justice aura trouvé comme donc, selon vous, résolution. les soi-disant auteurs jouissent d'abord de la présomption d'innocence. Mais terminons cette émission avec l'investissement du capital humain que prévoit le plan Marshall de Noël Tchani à ce sujet. Le développement du capital humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était tout un programme dans le cadre du programme du plan Marshall que je propose. J'avais dit que pour développer le capital humain, il y a 3 choses sur lesquelles on doit mettre l'accent. D'un côté, l'éducation. L'éducation doit commencer depuis l'enfance de la personne, l'éducation primaire, secondaire et universitaire. Pour cela, nous devons assurer la gratuité de l'enseignement au niveau du primaire. Le plan Marshall prévoit aussi la gratuité de l'enseignement au niveau du secondaire et aussi la distribution des bourses d'études aux étudiants méritants au niveau donc de l'université. C'est la première des choses. Deuxième élément, il faut qu'on puisse repenser la rémunération du corps enseignant. Ça ne sert à rien donc de dire que les gens ne vont plus, les parents ne vont plus payer quoi que ce soit aux écoles si les salaires des enseignants sont au niveau que nous connaissons. Si ces salaires-là sont au niveau que nous connaissons, les enseignants ne seront plus à mesure de pouvoir enseigner parce qu'ils ne seront même pas payés donc le transport pour arriver donc dans les écoles. Donc, on doit changer la rémunération des enseignants. Je voudrais que nous puissions aussi mettre l'accent sur la rénovation, la réhabilitation des écoles publiques. Toutes les écoles publiques, à travers tout le pays, pour qu'elles soient au niveau des standards internationaux, pour que quand un enfant donc, est dans une salle de classe, qu'il ne soit pas pressé pour sortir de là, qu'il sente que c'est un endroit où il fait bon vivre, où il sera content de pouvoir donc étudier. Au-delà de cela, qu'on construise donc de nouvelles écoles, mais également de nouveaux hôpitaux, en nombre suffisant pour que le ratio du nombre d'élèves par enseignant soit réduit dans les limites du raisonnable. Dans les pays tels que les États-Unis, on peut trouver à peine 25 à 35 élèves. Je souhaiterais qu'on puisse miser à cela. Je sais que ça va prendre du temps, qu'on puisse miser à réaliser donc ce genre de ratio pour que les enfants congolais étudient ou vivent dans de bonnes conditions. Même chose aussi donc pour les hôpitaux, qu'on puisse augmenter le nombre des hôpitaux en nombre suffisant, augmenter le nombre de médecins et le nombre d'infirmiers bien formés en nombre suffisant pour que les services qu'ils donnent à la population fassent la différence. Au-delà de cela, le système de salaire minimum garanti que je propose, qu'il soit applicable dans le domaine de la santé et de l'éducation. Si nous faisons ça, vous allez voir qu'il y aura le retour des médecins formés en RDC, mais qui sont allés se réfugier à l'extérieur, en Afrique du Sud, dont on les chasse d'ailleurs, en Namibie ou dans d'autres pays, ou aux États-Unis. Ils reviendront s'ils peuvent trouver en RDC un niveau de vie au moins comparable. Sinon, même s'il n'est pas comparable, mais un niveau de vie donc respectable qui leur permette de supporter leur famille correctement. En faisant cette combinaison donc de techniques, éducation, santé, en mettant aussi en place le système d'autosuffisance alimentaire pour que l'homme qui travaille en RDC ait accès à la nourriture suffisamment pour ne pas mourir de faim. En faisant ces choses, en améliorant les conditions générales de vie, notamment en ayant des villes propres, Kinpopeto, comme dirait donc le gouverneur donc de Kinshasa, oui. Le gouverneur de Kinshasa, si on arrive donc à avoir un environnement donc propre, non pas simplement à Kinshasa, mais dans toutes les provinces, je pense que nous pourrons améliorer considérablement la qualité des ressources humaines congolaises de façon à pouvoir augmenter ce que j'appelle l'espérance de vie à la naissance. Les Congolais meurent trop tôt. L'espérance de vie à la naissance du Congo est autour donc de 50 ans. En comparaison, par exemple, la fin d'ailleurs. Voilà, en comparaison, par exemple, à Monaco, 90 ans. Nous devons chercher à améliorer la qualité des ressources humaines pour que le Congolais vive mieux et le plus longtemps possible. Je crois qu'au centre du problème de développement aujourd'hui, on trouve l'homme, l'homme des sciences, homme des conceptions et des réflexions, mais bien sûr, des citoyens honnêtes ayant une mentalité tournée vers le développement grâce à une certaine vertu. Vous ne voyez pas que l'un et l'autre manquent encore au Congo et le premier doit encore se former et puis se discipliner. Vous avez totalement raison, on ne peut pas tout avoir au même moment. Mais je dirais ceci, l'impossible n'est pas congolais. Si nous travaillons pour non seulement améliorer la qualité des ressources humaines, pour diversifier notre économie, pour créer les infrastructures de base, pour créer de bonnes conditions de vie pour tous les peuples congolais, pour avoir donc de bonnes écoles, de bons hôpitaux,
tout est possible. Donc l'impossible n'est pas congolais. Mobilisons-nous ensemble, travaillons pour que notre pays devienne, comme je vous l'avais annoncé, si nous pouvons travailler ensemble, en mettant en œuvre ce plan Marshall, dans 15 ans, à partir du début de la mise en œuvre de ce plan, on deviendra un pays émergent et les Congolais pourront vivre mieux, avec dignité, sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, national. nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Synopsis. Je vous rappelle que nous avions reçu pour vous le docteur Noël Tchadi Mwanda-Vita. Il est candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018, président de la Force du Changement. C'est un regroupement politique et auteur du plan Marshall de Noël Tchadi pour la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous avions décortiqué d'une manière spécifique ces plans Marshall. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.